Est-ce que les influenceurs sont des fraudeurs fiscaux internationaux? Ah, les influenceurs français et Dubaï, une grande histoire d'amour entre des gens au mode de vie si particulier et la capitale des Émirats Arabes Unis. Quand l'appât du gain et du luxe rencontre une ville à l'apparence luxuriante et au régime fiscal avantageux, forcément, c'est le grand amour. C'est en effet là où nos amis du jour ont décidé de s'installer pour vivre une vie bien à eux, faite de farniente, de publicité et pour certains d'escroqueries éhontées. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Pour ça, je vous conseille notamment la chaîne du Radi Irradié qui fait un super travail dessus. Aujourd'hui, on va plutôt parler de la fiscalité des influenceurs, et notamment de leur risque non négligeable de fraude fiscale, du fait de leurs activités en France. Et je tiens à le préciser, il n'y aura pas vraiment de nom en particulier. On parlera du phénomène et de ses conséquences fiscales sans s'arrêter sur tel ou tel de ces escrocs. Bon, du coup, on va continuer à nommer personne, hein, ce sera plus sage. Et dans cette vidéo, on prendra notre influenceur de référence, Jean-Eudes, que voici. Habitué de tous les excès, sauf en matière de QI, je vous raconterai son histoire. Son histoire nous permettra d'aborder différents points. Tout d'abord, pourquoi aller à Dubaï d'un point de vue fiscal? Qu'est-ce qu'être résident fiscal d'un pays? Et pourquoi les influenceurs ont pas mal de chances de se faire attraper par la peau du slip par l'administration? Un beau programme, donc. Générique. La première question à se poser est tout simplement pourquoi est-ce que Jean-Eudes irait s'installer à Dubaï? Alors on pourrait citer des tas de choses liées au mode de vie, à l'apparence, à la tranquillité et à la sécurité mise en avant régulièrement par certains influenceurs. Mais ce qui nous intéresse, c'est la partie fiscale. Et donc se pose la vraie première question, est-ce que Dubaï est un paradis fiscal? C'est comme demander à un influenceur s'il mange vraiment ses gélules minceurs. Techniquement non, mais l'effet est quand même là. Tout d'abord, un paradis fiscal, c'est quoi? Bah déjà, c'est pas le bon terme, on parle d'état ou territoire non coopératif. Et déjà, là, on s'approche de la définition. Parce qu'avant tout, un paradis fiscal, c'est un état qui ne communique pas fiscalement avec les autres. C'est un état qui ne participe pas au réseau d'échange d'informations. Parce que oui, les états concluent entre eux des accords d'échange d'infos. Ça peut être fait en one-to-one, directement d'état à état, ou bien de manière multilatérale en passant par un traité à plus grande échelle. L'objectif est que les administrations aient les informations nécessaires pour enquêter et poursuivre les contribuables sur lesquels elles ont des doutes. Pour s'aider et savoir si Dubaï est un de ces territoires, on peut commencer par regarder les listes de l'Union européenne. Il y en a deux. La première liste, noire, rassemble notamment les États dont le système fiscal ne respecte pas les standards de l'OCDE. Les États qui y sont n'ont pas pris d'engagement concret pour s'aligner sur ces standards. On le reverra lors de la vidéo dédiée à la fiscalité internationale, mais l'OCDE est une organisation majeure en la matière. C'est notamment là que sont émis un grand nombre de standards et de règles que les États implémentent ensuite dans leur droit national. En ce qui concerne les paradis fiscaux, l'OCDE a publié un rapport en 1998 qui contient une proposition de définition complète d'un paradis fiscal. Mais la complexité dépasse largement le cadre d'une vidéo de vulgarisation. Vous l'avez quand même en source via le lien Zotero dans la description. Ce n'est pas une qualification définitive et on pourrait critiquer beaucoup de choses vis-à-vis de ces listes, mais ça permet de s'y retrouver à peu près dans le fouillis qu'est la fiscalité internationale. On retrouve par exemple la Russie, les Samoa, les Fidji ou le Vanuatu parmi les 11 États et territoires de la liste. L'autre liste est grise et comprend par exemple la Turquie, Brunei ou le Vietnam. Ces États ont pris des engagements pour tendre à se conformer aux standards précédemment évoqués. Être sur la liste n'a pas de conséquences directes, mais ça peut conduire à recevoir un traitement différencié du fait d'une méfiance envers les pays concernés. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dubaï n'est pas strictement parlé un paradis fiscal. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'avantage fiscal à y aller. On va voir ça au travers de 3 impôts majeurs. L'impôt sur le revenu des particuliers, l'impôt sur les sociétés et la TVA. On va aller assez vite pour l'impôt sur le revenu des particuliers, il n'y en a pas. Hein, comme ça c'est plié, on gagne du temps. Hein. C'est pas qu'il est faible, c'est qu'il n'y en a pas du tout. Pour l'impôt sur les sociétés, il existe bel et bien, mais il ne commence qu'à partir d'environ 90 000 euros de bénéfices. Et au-delà, c'est un taux de 9% qui s'applique, contre 25% en France. Ainsi, pour un bénéfice de 100 000 euros, il paierait 25 000 euros en France, 9 000 à Dubaï. Et pour la TVA, elle est aussi plus faible qu'en France. Le seul taux applicable est de 5%, certains biens et services en sont totalement exemptés. Pas de taux réduit particulier comme en France, mais faisons court puisque j'en parlais dans cette vidéo que je vous mets en fiche, là ou là, je sais jamais, hein, on en parlait en long et en large et en travers de la TVA française.
Bref, de tout ce qu'on a pu voir, les conditions fiscales dubaïotes sont plutôt très avantageuses. Il existe des impôts, mais l'État n'a pas besoin d'autant de recettes fiscales que la France, parce qu'il fait son beurre notamment via l'industrie pétrolière. La faible fiscalité permet ainsi d'attirer des entreprises pour être tranquilles quand il n'y aura plus assez de pétrole. Parce que oui, les États cherchent à attirer les entreprises, les investissements sur leur sol, pour faire vivre leur économie. On parle de concurrence fiscale internationale, et ça se fait notamment via des mécanismes de réduction de la fiscalité pour certaines entreprises, secteurs ou comportements. C'est un fonctionnement qui peut avoir des conséquences fiscales délétères, mais encore une fois, nous verrons ça dans la vidéo sur la fiscalité internationale. Une bonne raison de s'abonner pour ne pas la rater. Donc notre Jean-Eudes international et son QI de température ambiante ont tout intérêt, du point de vue de ses impôts, de s'expatrier fiscalement à Dubaï. C'est assez indéniable. Mais ça veut dire quoi, s'expatrier fiscalement? S'expatrier fiscalement, ça veut tout simplement dire qu'on va devenir résident fiscal d'un autre État. Par exemple, considérons que notre Jean-Eudes est né à Tourcoing, charmante commune des Hauts-de-France, et il y a vécu toute sa vie avant de partir à Dubaï, suite à son passage dans l'émission « Touche pas aux anges dans la Secret Story à Dunkerque ». Il était donc résident fiscal français jusqu'alors, et devait ainsi payer son impôt en France sur l'ensemble de ses revenus, peu importe leur origine. Mais ça veut dire quoi être résident fiscal français, avoir sa domiciliation en France? Le Code général des impôts nous répond en son article 4b avec 3 conditions alternatives. La première est le fait d'avoir en France son lieu de séjour principal ou son foyer, c'est-à-dire son lieu de vie et de famille. En gros, on regarde si Jean-Eudes vit en France la majorité, voire la totalité de l'année. La deuxième condition repose sur l'exercice en France d'une activité professionnelle salariée ou non. C'est simplement le cas de quelqu'un qui travaille en France. Enfin, la troisième, plus floue mais qui nous intéressera plus tard, consiste à avoir en France le centre de ses intérêts économiques. Si vous répondez à une seule de ces conditions, alors félicitations, vous êtes résident fiscal français. Et vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu en France sur l'ensemble de vos revenus. Pour les sociétés, c'est un peu différent. Pour être soumis à l'impôt sur les sociétés, il faut avoir son activité en France. Cela signifie soit que la société a un établissement en France, soit qu'elle a en France un représentant qui peut engager l'entreprise, ou qu'elle effectue en France un cycle commercial complet. Je reviendrai pas sur les définitions, c'est un peu complexe. S'expatrier, c'est donc ne plus répondre à ces critères. Pour Jean-Eudes, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, il est parti s'installer avec sa Kimberley la majeure partie de l'année à Dubaï. Plus de 183 jours dans tous les cas. Il n'a plus d'activité professionnelle en France et a théoriquement le centre de ses intérêts économiques ailleurs qu'en France. En ce qui concerne sa société, la Jean-Eudes Corporation, elle est tout nouvellement créée à Dubaï et c'est elle qui facturera les prestations d'influence et de publicité de notre Jean-Eudes anciennement national. Donc théoriquement, tout devrait être bon. L'expatriation fiscale de Jean-Eudes est complète et il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? Déjà, on fait ce qu'on veut, mais surtout, il est juste installé ailleurs qu'en France, donc il n'a pas à subir l'impôt français. C'est là la différence avec les États-Unis, où le simple fait d'avoir la nationalité américaine conduit à être soumis à l'impôt américain. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais est-ce qu'il est vraiment installé ailleurs? Est-ce qu'il est vraiment pur résident fiscal français? Est-ce que sa société ne rentre pas dans les conditions d'une activité en France? Bref, est-ce que Jean-Eudes et la Jean-Eudes Corporation ont bien rompu les liens avec la France? Parce que oui, la question se pose quand on voit le travail de Jean-Eudes. Son public est majoritairement situé en France, ses clients, les marques, sont français. Finalement, sa vie économique est française. Et si vous vous souvenez, c'est un des critères de domiciliation fiscale. Ça veut tout simplement dire que si l'administration s'intéresse à notre Jean-Eudes, il pourrait lui être reproché, en fonction de la situation, de ne pas avoir déclaré ses revenus en France, et donc d'avoir fraudé l'impôt français sur le revenu. C'est pas génial, sachant qu'il risque 5 ans de prison et 500 000 € d'amende, qui peuvent aller jusqu'à 3 millions et 7 ans si certaines conditions sont remplies. Mais même à supposer que ce soit pas le cas, ça fait cher la routine skincare pas déclarée. Pour revenir à la Jean-Eudes Corporation, elle pourrait aussi subir un rehaussement fiscal si on venait à considérer qu'elle a en France une activité, même si elle est déclarée aux Émirats Arabes Unis. Le fait qu'elle y soit enregistrée ne veut absolument pas dire qu'elle ne peut pas être soumise à l'impôt français sur les sociétés. L'administration va donc s'intéresser au mode de vie de notre cher Jean-Eudes pour en savoir un peu plus sur lui et ses activités. Parce que s'il aime voyager, c'est très bien, mais s'il passe en France la majorité de son temps, il sera soumis à l'impôt français sur le revenu, même s'il est, entre guillemets, installé officiellement à Dubaï.
Pour ça, l'administration peut se servir des milliards de données publiques que poste Jean-Eudes à chaque instant. On va pouvoir se servir par exemple des photos prises en vacances pour estimer le temps passé dans chacun des états, les comptes bancaires, les billets d'avion, etc., etc. C'est ce qui avait été fait dans l'affaire de la fraude de Johnny Hallyday, dont on reparlera certainement un jour. Oui, les stories avec la Tour Eiffel peuvent vous coûter plus cher qu'un repas sur les champs, hein. Surtout quand le fisc est votre premier follower. Il est donc nécessaire pour Jean-Eudes de faire attention à ne pas tomber dans les critères de domiciliation fiscale française, faute de quoi il faudra déclarer ses revenus en France, l'intégralité de ses revenus, même ceux perçus à Dubaï, sinon il risque d'être accusé de fraude. Mais qu'est-ce qui se passe s'il est soumis en même temps à l'impôt français et à l'impôt émirati? Est-ce qu'il subit une double imposition? En théorie, oui, mais dans la pratique, il existe des accords entre les États pour éviter ce type de situation. Ça s'appelle des conventions fiscales bilatérales, et pour chaque type de revenu, elles vont prévoir ce qu'il se passe. Par exemple, les revenus issus d'un immeuble sont imposés dans le pays où est situé l'immeuble. On va répartir entre chacun des deux États le droit d'imposer les revenus, et en cas de souci, il existera des mécanismes dédiés pour s'assurer que le revenu ne subit qu'une imposition normale et pas double. En parlant de fraude, on a pu entendre parler il y a quelques années des Dubai Papers, une fuite de documents qui révélait un réseau international de fraude fiscale aux Émirats Arabes Unis. Les informations fournies à la France contenaient une liste de gens vivant en France, mais ayant des choses à l'étranger. Par exemple, des biens ou des comptes bancaires. Ça n'a donc pas vraiment à voir avec nos propos. Mais on peut s'intéresser à une autre affaire qui a fait les gros titres. Le cas de Caroline Receveur. L'influenceuse avait domicilié l'ensemble de ses activités au Royaume-Uni. Cependant, l'enquête du fisc, comprenant notamment une série de perquisitions fiscales, aurait révélé que cette domiciliation n'était qu'un apparat. La vie de Madame Receveur et de ses activités se trouvait bel et bien en France. Si l'influenceuse et son équipe légale ont contesté la procédure, elle a été validée par la Cour d'appel de Paris. Fait amusant, elle serait aujourd'hui partie à Dubaï, certainement pour profiter de la chaleur du soleil qui contraste nettement avec celle plus discrète du Royaume-Uni. Jean-Eudes peut tout à fait partir à Dubaï sans avoir de problème avec l'administration fiscale française, mais il faudra qu'il soit attentif pour ne pas frôler la limite dont nous parlions précédemment. Il serait aussi pertinent qu'il prévienne le fisc, déjà pour marquer la date officiellement de son départ, mais aussi pour être sûr qu'il ne sera pas soumis à l'exit tax. Cette imposition est due par certains contribuables lorsqu'ils transfèrent leur domicile fiscal hors de France. Du coup, Dubaï, bon plan ou pas ? Si vous respectez les règles, ça peut être un bon plan, mais il ne faut pas oublier que le fait d'avoir un public français conduit dans beaucoup de cas à l'application de règles françaises. Coucou la DGCCRF au passage. Mais Dubaï n'est pas le seul Eldorado des influenceurs, comme disent les médias. On peut compter Malte par exemple, très connu pour ses streamers et streameuses qui viennent profiter de l'excellente connexion de l'île pour domicilier leurs activités, et parfois s'y domicilier aussi. La fiscalité avantageuse doit aider aussi, puisque si le taux d'impôt sur les sociétés est plus élevé, il est possible d'en être partiellement exempté, et d'en récupérer une grande partie quand on est actionnaire non résident fiscal. Ainsi, Jean-Eudes nous a permis de comprendre les risques qu'il y a à s'expatrier à Dubaï quand on a en réalité son activité économique en France. Le risque, c'est la qualification de fraude du fait d'une redomiciliation fiscale en France. Mais vous pouvez partir à Dubaï donc, mais pas n'importe comment. J'ai volontairement éclipsé la question morale parce que ça c'est bien propre à chacun et je vous laisse vous faire votre avis dans votre coin. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme toujours, les sources sont disponibles en description via le lien Zotero. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et pensez à activer la cloche pour être tenu au courant des publications. Pensez à commenter et liker pour que je puisse voir vos retours et améliorer les futures vidéos, et pour que YouTube puisse remarquer la chaîne. Comme toujours, paix, amour, mais surtout droit fiscal, la bise.